Anaïs, tu es praticienne en psychothérapie, formée à l'analyse psycho-organique, à la sophrologie et à l'hypnose ericksonienne. Dans cette vidéo, nous allons parler de croyances et de schémas de fonctionnement. Tu vas nous expliquer en quoi la relation thérapeutique d'un patient avec son thérapeute est un miroir de ses croyances et comment justement, en prenant conscience de ce miroir, on peut transformer sa vie. Donc la première question, c'est finalement qu'est-ce que c'est une croyance, qu'elle soit consciente ou même inconsciente, et comment en fait on adopte une croyance. Une croyance, c'est une manière de voir la vie, de se percevoir soi, de percevoir les autres, son rapport au monde. On construit nos croyances en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, à travers ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, la manière dont on a été traité ou pas traité. D'un point de vue, quand je parle d'environnement, je parle de famille, mais je parle aussi sociétal, la culture dans laquelle on évolue et la publicité rentre en compte, l'éducation religieuse ou spirituelle, les films hollywoodiens, tout. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit correctif, on va dire, sur la différence entre une croyance et les valeurs personnelles qu'on a? Parce que parfois, c'est pas la même chose. On croit des choses et pour autant, ça ne correspond pas à nos valeurs. Et d'ailleurs, tu as une espèce de petit exercice qu'on peut faire pour le savoir. Oui, donc comme les croyances, il y a certaines croyances qui peuvent nous être très utiles, qui sont super pour nous, et il y en a d'autres qui coincent, qui piquent, qui nous correspondent pas en fait. C'est pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises, c'est qu'il y a ce qui nous correspond et ce qui nous correspond pas. Le travail avec les valeurs, ce qui aide, c'est que nos valeurs à un instant T, c'est ce qui nous anime profondément. Ça fait partie vraiment des piliers de notre vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, lorsqu'on se sent un petit peu perdu, confronté à un moment de sa vie où on croit justement que quelque chose ne nous correspond pas, nous convient pas, ou en tout cas on voit que c'est pas aligné, ajusté pour nous, on peut se demander, par exemple, je vais me faire une liste de 20 croyances. Alors on dit 20 parce que comme ça c'est large. Les premières, ça va être des trucs un petit peu génériques. Et puis finalement, plus on va progresser, plus on va être proche de quelque chose qui est proche de nous. D'où l'intérêt de la quantité, c'est de pouvoir aller plus en profondeur. Et en général, lorsqu'on lit toute cette liste, on peut se rendre compte qu'on est capable de se reconnaître. Les valeurs, c'est pas quelque chose qui est bien ou qui est pas bien selon la société, c'est quelque chose qui vraiment nous anime, nous, fait battre notre cœur. Et souvent, c'est pas quelque chose qu'on a été encouragé. Enfin, ça dépend, il y a des familles où oui, mais souvent, lorsqu'on arrive en thérapie, c'est qu'on peut être aussi à un moment où on est perdu, il y a quelque chose qui dysfonctionne et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. On a des croyances qu'on ne fait peut-être pas de la bonne manière ou qu'on est une mauvaise personne ou que ça ne marchera jamais pour nous, c'est pour les autres. Et finalement, le travail de la thérapie, ça va être de sortir de certaines croyances qui ne sont pas justes, qui sont pas forcément, qui ont été vraies un jour, mais qui le sont plus forcément aujourd'hui. C'est ça aussi qui peut être un petit peu compliqué parfois, c'est qu'il y a des croyances qu'on a eues et qui étaient très justes dans notre vie à une époque pour nous permettre de vivre le mieux possible ces situations-là, des situations douloureuses où on s'est senti pas aimé. Et on se dit, c'est normal, je devais être quelqu'un qui mérite pas l'amour. Enfin, c'est un peu grossier, mais c'est un petit peu ça quand même. Ou alors, je suis dans un métier de merde, un métier pas bon pour moi, c'est normal. On m'a toujours dit que dans la vie, pour pouvoir récolter les fruits, comme si c'était pas possible autrement. Et en fait, on grandit avec ces croyances-là. Or, il semblerait que tout le monde ne vive pas de cette manière-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc le travail avec les valeurs, c'est de pouvoir un petit peu se détacher, prendre du recul et se dire, ok, il y a ce que je crois, mais il y a ce qui compte pour moi. Qu'est-ce que j'aime vraiment ? Qu'est-ce qui compte dans ma vie ? Par exemple, ce qui compte dans ma vie, c'est... je sais pas, donne-moi un truc, Carole. Apprendre des choses sur la psychologie. C'est une valeur pour moi d'apprendre des choses dans la vie. Admettons, même si c'est pas la psychologie, apprendre. J'aime apprendre. Et finalement, on va dire qu'il y a 5 domaines sur lesquels on va explorer. Les 5 domaines qu'on va explorer, il va y avoir le personnel, le professionnel,
celui au niveau du couple, du familial, donc vos parents, vos enfants, et le social. Et on va regarder j'aime apprendre. Moi, avec moi, dans le personnel, quelle forme ça prend? J'aime apprendre. Je lis des livres. Je lis des livres. Est-ce que je suis contente avec ça? Tout à fait. Combien j'ai envie de donner à ça, de 0 à 10? Combien je le vis? C'est pas combien, est-ce que je le fais bien ou mal? Vous voyez, déjà là, on quitte quelque chose. Combien je le vis? Est-ce que je le vis je sais pas, c'est toi qui me dis. Ah bah je le vis 10 sur 10. Ouais, et c'est comment de le vivre aussi? 10 sur 10? C'est super. Eh ben voilà. Donc, est-ce qu'on change quelque chose pour ça? Non. Ben voilà. Bon, je vais certainement les redire dans le désordre, mais c'est pas grave. Par exemple, dans le couple, dans la vie de couple, apprendre. Aussi. Ça prend quelle figure, par exemple? Ça peut être apprendre des discussions, des échanges. Ouais, voilà. Combien je le vis dans mon couple aujourd'hui? 9 sur 10. C'est bien pour toi? Ouais, c'est très bien. Bon, bah voilà. Est-ce que tu as envie qu'on y touche? Non. Non, donc on continue comme ça. Professionnel. Ah bah, je suis à 10 sur 10. Ça te plaît? Ça me plaît tout à fait. Génial. Au niveau de la famille? Aussi, mais peut-être moins. Peut-être moins. Et est-ce que ce serait combien, admettons, on n'est pas obligé d'être au chiffre hyper... tu vois, Peut-être 6. 6. C'est un chiffre qui est juste pour toi? Mais ça me convient, ouais. Ça te convient, ouais. Et au niveau du social? Apprendre? Ah bah aussi, ouais, je dirais 7. Ouais. 7, 8. Et c'est bien comme ça? Et ça me convient parce qu'en fait, effectivement, j'ai des chiffres très élevés dans d'autres domaines. Donc des chiffres moins élevés me conviennent ailleurs. Oui, parce qu'en fait, on ajuste en fonction de ce qu'on a en face. Il y a une croyance comme ça qui va être qu'il faut performer pour être absolument, qu'il faut avoir les meilleurs chiffres toujours. Mais parfois, par exemple, pour une personne qui s'investit dans son couple, qui prend soin de toute la famille, qui est limite à 12 sur 10, bah, peut-être que c'est trop. Peut-être qu'en fait, de descendre le chiffre, c'est plus juste pour elle. Alors, c'est peut-être pas ce qu'elle aurait imaginé, mais peut-être que c'est plus juste en fait. De descendre à 5 sur 10, admettons, ou 6 ou 7, je sais pas. Et c'est la personne qui choisit, c'est la personne qui sent. Un des travaux à faire ensemble, c'est de permettre à la personne qu'elle puisse se reconnecter à ce qu'elle sent. C'est elle qui a la boussole, c'est elle qui a le guide. Et finalement, ce travail ensemble, bah, c'est de reparamétrer la personne, de remettre les petits câbles à elle-même et pas à l'autre. C'est pas l'autre qui va lui dire en fait. Moi, je suis pas l'autre qui dit, moi je suis l'autre qui m'intéresse à toi. Je suis l'autre qui va dire « Ah, mais vous m'avez dit ça, c'est intéressant, qu'est-ce qui vous fait… En fait, ton monde m'intéresse. Tout dans ton monde. C'est aussi ça qui est intéressant avec l'espace de psychothérapie. Bon, je suis une professionnelle. Il y a cet aspect-là qui est différent d'un aspect de monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas formé à ça. Donc, il y a un regard extérieur et professionnel là-dessus. Mais il y a un vrai intérêt pour les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose qui m'a été dit parfois, bah, vous prenez pas de notes ou mais comment vous faites pour vous souvenir de ce que je vous ai dit? Mais en fait, je m'intéresse vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui m'anime dans le fait de savoir, j'ai envie de savoir qui tu es. Et finalement, bah, toi, ça t'accompagne aussi à savoir, ben oui, ben en fait, je vais aussi chercher moi qui je suis pour pouvoir voir est-ce que cette croyance, par exemple, je dois vraiment en baver pour gagner de l'argent. Est-ce que c'est ta croyance? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs? C'est quelque chose qu'on te disait? Par exemple, on peut travailler avec les contrats familiaux. Qu'est-ce que ta mère disait de ça? Si en une phrase, on résumait le travail. Qu'est-ce que ta mère disait de ça? Qu'est-ce que ton père, tes grands-parents? Voilà, on peut remonter à 2-3 générations comme ça. Et finalement, on se rend compte aussi que parfois, ça met assez en lumière que bah, ce que je crois est un héritage en fait, de ce que j'ai entendu. Je l'ai gobé comme une vérité parce que j'étais un enfant, je suis super loyale, comme tous les enfants. Et j'ai cru qu'il fallait que j'en bave. Ou alors, il y a des gens, c'est très intéressant, ils gagnent très bien leur vie, c'est super facile, et ils disent, bah, pourquoi est-ce que je devrais souffrir pour gagner C'est pas du tout eux ce qu'ils ont entendu, c'est pas du tout l'expérience qu'ils ont faite. Et ça, c'est hyper intéressant de pouvoir justement s'ouvrir à tous ces prismes de la vie. La vie n'est pas que d'une couleur ou d'une manière, c'est vraiment très large. Et quelque part, est-ce que justement, on ne crée pas la vie, notre vie, chacun, en fonction justement de notre croyance? Parce que quand tu dis, cette personne gagne très bien sa vie et travaille pas beaucoup, elle a réussi à trouver une situation qui correspond à sa croyance. Absolument. Mais tu sais, cette manière,
il y a des situations qu'on s'autorise et des situations qu'on ne s'autorise pas en lien avec nos croyances. C'est-à-dire que, par exemple, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, selon tes critères, qui ne sont pas les critères de tout le monde, va te sourire et tu vas lui plaire et tu vas te dire « Oh mon Dieu, oh non, c'est pas possible. Moi, de toute façon, jamais personne s'est intéressé à moi jusque-là. J'ai cumulé les looses dans mes rencontres amoureuses, c'est pas pour moi. » Et alors là, tu vas peut-être... Ça, on entend souvent ça hein, au cabinet, j'entends beaucoup ça de « Ah oui, mais bon, faut pas que je lui montre que je suis intéressée, ça va pas l'intéresser, elle va pas aimer ma spontanéité ou elle va pas découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. » Et finalement, lorsqu'on s'en parle, on se rend compte « Mais pourquoi vous dites ça ?» Parce qu'en plus, c'est vrai, et c'est là où en partie je réponds à ta question, comment j'utilise la relation thérapeutique, c'est que moi j'utilise aussi ce que la personne me fait ressentir. On est dans un lien qui s'installe, quelque chose de très professionnel, très, très bien cadré, en respect avec l'éthique, etc. Donc il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas la confidentialité bien tenue, il n'y a pas de jugement surtout pour pouvoir être vraiment en liberté d'expression complète. Et finalement... on peut se dire, qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que moi, lorsque je suis en contact avec toi, c'est pas ça que je ressens. Ou alors parfois, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident dans notre relation thérapeutique ensemble. Mais vous voyez, c'est aussi peut-être la première fois où on peut avoir l'occasion d'être dans une relation où on peut explorer les choses en se les disant sans que ce soit une critique, une demande de remise en question de la part de l'autre. C'est plus, tiens... Il y a ça qui est comme ça chez toi. Qu'est-ce qui fait que tu ne te rends pas compte à quel point moi je te trouve agréable dans la relation? Tu me dis que tu es quelqu'un de plombant, de psychorigide. Et moi, parce que je vous vois au cabinet, là je tutoie parce qu'on se connaît. Moi, je vous trouve vraiment amusante. C'est pétillant, c'est léger. Et toujours c'est honnête parce que quand même c'est un but de travail thérapeutique. Mon but, c'est d'accompagner la personne. On est une équipe. Le but, c'est que la personne s'autonomise, qu'il y ait une transformation. Donc, on travaille en sincérité, que la personne soit à l'aise de dire les choses et sa vérité. Et que moi, je ne sois pas là pour dire « Mais non, mais pas du tout, regardez, vous êtes formidable », alors que, non, il y a des coins où ça bloque, il y a des coins où elle bloque même. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant. Parfois, on a des personnes, quand on est en relation avec elles, on trouve que c'est plutôt agréable, etc. Puis finalement, la personne, elle le voit pas du tout comme ça. Et c'est intéressant de savoir, mais qu'est-ce qui fait que vous ressentez pas ça? Ou parfois de se dire aussi, comme un autre outil, est-ce que ça vous dit que lorsque je ressens cet agréable de vous, je vous le dise? Il y a des personnes qui vont dire, bah oui, je veux bien. Et c'est bon pour elle, il y a déjà quelque chose qui transforme. Il y a des personnes qui vont dire, ah non, je préfère pas. Et là, on se dit, c'est intéressant, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Ah oui, mais il faut être humble. Ah, c'est quoi l'humilité pour vous? Est-ce que ça, c'est de l'humilité vraiment? Qui vous a appris ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi votre besoin? Et puis pour revenir sur l'exemple des 12 valeurs, justement, là, Carole, c'est merveilleux, tu as toute ta valeur d'apprendre qui est bien alignée. Et parfois, quand on sent que dans cet aspect-là, cette valeur-là, je sens que j'ai besoin de la faire vivre d'une manière plus juste pour moi, je peux regarder, tiens, combien je préférerais la vivre dans mon quotidien, sur quel aspect de ma vie, et puis qu'est-ce que je pourrais faire en petite action. Souvent, les gens aussi dans leurs croyances, c'est qu'il faut faire une grosse action pour faire bouger les choses. Mais on peut. Moi, je suis pour aussi, j'accompagne toutes les volontés. Mais aussi, les chemins se font par plusieurs pas. On peut le faire aussi progressivement. Ça fait moins peur. Ça peut être plus léger, plus facile, plus simple, moins impressionnant. Et puis de toute façon, le tout, c'est qu'il y ait un mouvement. C'est hyper important de retrouver du mouvement, de l'autonomie et de retourner vers soi, vers ce qui est bon pour soi. Souvent, au début, ça passe par ce qui est un peu douloureux. Mais c'est pas obligé non plus. Quelles sont les croyances que tu vois le plus chez les patients qui viennent te voir? Ouais. Vraiment, la toute première croyance, c'est de penser qu'il y a une réalité dans le monde. Ça se passe comme ça, c'est QFD.
Les gens, ils sont comme ça, c'est QFD. Au travail, c'est comme ça. La vie amoureuse, c'est comme ça. Des croyances figées, tu veux dire? Ah ouais, c'est hyper figé en fait. Et le but justement, c'est de remettre du mouvement. Moi en plus, la chance que j'ai avec ce métier, c'est que, je sais pas, donc je t'avais parlé de l'histoire de l'éléphant, mais pour les gens qui connaissent pas un petit peu cette petite histoire, c'est 3 personnes qui sont malvoyantes et qui sont à 3 endroits différents. Et il y a une personne qui dit moi, ce que je perçois, c'est long, c'est mou, c'est mobile. Voilà, pour moi, l'objet que j'ai, il est long, mobile et mou. Puis il y en a un autre qui dit mais pas du tout, c'est hyper grand, c'est costaud, c'est solide, c'est pas du tout. Je vois pas du tout comment tu peux interpréter ça. C'est vraiment. Puis l'autre dit c'est touffu, c'est tout petit, Et en fait, c'est 3 personnes qui se trouvent à 3 endroits différents d'un éléphant. J'aime bien cette histoire parce que je trouve que la vie, ce serait un petit peu comme cet éléphant. Et chacun, avec notre vécu, notre histoire, nos expériences, on peut s'imaginer devenir catégorique sur quelque chose, à juste titre. Je veux dire, c'était légitime quand même, en lien avec nos expériences. Mais la vie est pas figée non plus. On le sait. Elle n'est pas figée pour quand des choses nous arrivent et qui nous blessent, mais elle est aussi en mouvement pour le reste. C'est-à-dire que les bonnes choses, ça existe aussi. Et dans le langage comme ça français, il y a aussi, c'est là où les mots sont importants et les croyances et tout le bagage culturel qu'on utilise sans s'en rendre compte. Les chiens ne font pas des chats. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. La vie est une tartine de merde dont on mange un morceau à chaque repas. Chasser le naturel, il revient au galop. Non, pas forcément. J'ai des personnes qui me disent « Ah mon Dieu, c'est l'enfer, je vis des situations super mal, mais bon, on m'a dit que si je faisais comme ça, on à la part royale, toujours dans l'histoire, on m'a dit que si je faisais les choses comme ça n'allait pas marcher parce que dans l'expérience de la personne, ça n'a jamais marché. » Et moi, c'est intéressant parce que peut-être que j'ai eu des expériences où effectivement ça confirme, mais j'ai aussi des expériences où, non, tout le monde n'est pas pareil. Chacun a sa méthode. Et vraiment, d'expérience et professionnelle et personnelle, le meilleur baromètre, c'est nous. Alors, des fois, ça fait pas plaisir parce qu'on se dit j'aimerais aller voir un professionnel et qu'il me prenne en charge et qu'il me dise tout ce qu'il faut faire. Je suis pas sûre que ça soit forcément la bonne porte à laquelle aller frapper. Probablement que lorsqu'on a cette demande, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais lorsqu'on a cette demande, on est dans la croyance que c'est l'autre qui détient la vérité et pas nous. Donc on est peut-être dans une croyance un petit peu de nullification ou pas trop de validation envers soi-même. Il y a peut-être un changement qui s'établit déjà là, dans la relation thérapeutique. C'est que votre thérapeute, ou en tout cas moi, dans mon espèce de thérapie, je suis là pour vous, avec vous, et je me mets à l'écoute de vous. Parce que j'ai profondément confiance, j'allais dire conscience et confiance, que vous avez les clés et que vous saurez, en fait. J'ai très confiance en ça. C'est vraiment l'expérience professionnelle et personnelle. Et c'est super intéressant parce qu'il y a des études scientifiques, donc, vu que les gens aiment avoir des études scientifiques comme appui, qui montrent que ce qui aide l'enfant à savoir marcher, c'est parce que ses parents croient profondément qu'il saura. Et je suis persuadée, par l'expérience, rien de mieux que l'expérience, pour se faire des petits tampons sur ça marche bien, qu'un thérapeute qui croit profondément en les capacités de son patient, qui n'est pas dans le déni, on est d'accord, mais qui croit en le changement, ça participe complètement à la thérapie et aux facteurs d'évolution. Souvent, ce qui fait qu'on a été bloqué dans notre processus d'évolution, c'est qu'on n'a pas forcément cru en nous. Donc déjà là, ça change pas mal de choses. Et peut-être qu'on n'a pas cru en nous parce qu'on ne croyait pas en soi-même aussi. On reproduit avec les autres. Pas des chats. Mais ça existe. En tout cas, on a du mal à éduquer un chat quand on est un chien. On l'éduque tel qu'on est un peu soi, j'imagine. Oui, on essaye de transmettre. C'est là aussi où... Moi, je trouve ça hyper touchant, c'est qu'on essaye probablement, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de donner le meilleur de ce qu'ils semblent avoir reçu pour eux.
mais on est tous différents, nos besoins sont chacun les nôtres, donc parfois on va vouloir, avec nos enfants ou notre entourage, avoir les meilleurs conseils et vouloir absolument rassurer, mais en fait on fait tout l'inverse parce qu'on ne se met pas à l'écoute. Et alors quand nous on retourne dans l'espace de thérapie en se disant le thérapeute il va tout me dire ce qu'il faut faire, et que le thérapeute il nous dit et qu'on n'y arrive pas, boum, c'est l'histoire qui se répète, on est à nouveau des gros nazes, on est à nouveau nuls, on ne sait pas faire, alors qu'en fait non, c'est juste pas adapté à nous. Le travail quand même des accompagnants, c'est de se mettre à l'écoute, au plus près de chaque personne qui l'accueille. C'est pour ça que si on se disait, bon, si tu me demandais Anaïs, comment tu fais avec Toto, Tutu et Tata pour les accompagner, en fait ça dépend de chacun. Mais il y a un truc vraiment, un ingrédient en commun, c'est je suis là pour toi. Il y a cette phrase, moi, qui me touche énormément dans une des formations en hypnose que j'avais faites. C'est cette phrase vraiment qui a un leitmotiv pour moi dans l'accompagnement, c'est toi et moi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment la notion d'engagement. Je le ferai pas à ta place, je suis au courant. Mais je ferai de mon mieux en fait pour t'accompagner dans ton changement. Donc la relation thérapeutique et l'alliance qui se crée est super importante et elle est pour moi vraiment synonyme de changement en profondeur. Et alors en quoi ce qui se joue dans ton cabinet, que ce soit dans la relation que tu as avec le patient ou ce qui se joue en général dans le cabinet, est un miroir de la vie de la personne. Tu m'as raconté l'histoire de ce monsieur qui a eu un problème avec sa conjointe. Tu peux nous raconter, c'est intéressant. Ouais. Il y a cette croyance basée sur l'expérience, puisque nos croyances sont toujours basées sur les expériences. Il y a cette croyance pour moi, et pour plein de thérapeutes, c'est pas moi isolée, mais que dans la relation thérapeutique, ce qui se joue de la problématique à l'extérieur va se rejouer au sein de cette relation-là. Et ça devient du coup un outil de travail super puissant. J'ai par exemple au cabinet une personne que j'accompagne et qui vient parce que son couple, la personne a été quittée, parce que cette personne ne s'investissait pas dans son couple et ça lui a été reproché, il l'a pas pris au sérieux et puis la personne a fini par partir. Et cette personne a eu le courage de venir faire le travail de thérapie, de se remettre en question sur qu'est-ce qui fait que ça a échoué. Voilà, échoué. Bon, le couple est fini. Alors, il y a les gens qui se disent « Ah mais ouais, mais il faut être en couple pour travailler là-dessus. » Pas forcément, non. Parce qu'il y a des croyances qui sont là en amont et on n'a pas besoin d'être en couple pour pouvoir travailler dessus. Et du coup, on a déjà soulevé pas mal de choses. C'est quelqu'un qui a pu apprendre à parler de ce qu'il sent. C'est un homme. Donc, lui, il a été élevé, un homme, ça ne parle pas de ce qu'il ressent. Il a autour de lui personne à qui parler de ses ressentis. Donc l'espace de thérapie pour lui, c'est déjà juste un endroit où il parle de ce qu'il pense et ce qu'il ressent vraiment. Donc il parle de ses ressentis, il parle de ses peurs, il parle de ses pas d'envie, il parle de ses tristesses, il parle de ce dont il a envie, de ce qu'il trigger et ce qu'il pousse, ce qu'il tire vers le haut, tout en étant sûr qu'il sera toujours accueilli comme il est. Mais c'est vrai qu'il y a des conditions à l'accompagnement thérapeutique, il y a un cadre. Le cadre des relations que je propose donc au cabinet, c'est la confidentialité, le non-jugement, de ma part en tout cas, la bienveillance, le travail d'équipe. J'ai bien conscience que c'est l'autre qui va faire la plus grosse partie du travail, mais je suis là, je serai là. Je suis relativement disponible quand il y en a besoin. Voilà, l'investissement se fait vraiment des deux côtés. Et il y a la notion qui est instaurée de rémunération pour que la personne ne soit pas redevable. C'est-à-dire qu'elle peut partir l'esprit libre à la fin, puisque c'est le but aussi, l'autonomie et savoir que la grande partie du mérite, la très grande partie du mérite lui revient à elle, et d'être venue dans cet endroit et d'avoir fait ce chemin de courage. Et finalement, il
il se trouve qu'au bout d'un certain nombre de temps, il ne me paye plus en temps et en heure, alors que dans les séances d'avant, il avait dit que pour lui, la ponctualité, la régularité des règlements, etc., c'était quelque chose qui était vraiment très important, signe de respect, etc. Donc j'observe, je lui demande de régler régulièrement. Bon, c'est quand même pas... Enfin, je ne considère pas comme mon travail de devoir faire des relances financières, ça fait partie d'un engagement. Voilà. Et en plus, je suis ouverte sur les arrangements financiers en cas de difficulté, etc. Ils le savent tous, il n'y a pas de problème. Là, c'était pas ça. Donc, il y a quelque chose qui vient me mettre, moi, dans une position inconfortable où j'ai le sentiment, à ce moment-là, que je suis en quête permanente depuis des mois, enfin permanente, non, mais régulière depuis des mois, de lui demander son attention pour qu'il me fasse le versement. Et finalement, je me dis, mais attends Anaïs, là, il y a quelque chose qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire que je me trouve à la place de cette seconde personne qui lui demande, comme la raison pour laquelle il est venu un jour, de l'attention régulièrement pour une relation équilibrée et juste, une relation d'échange. Et finalement, je laisse faire quand même 3, 4, 5, 6 fois. Voilà, c'est sûr qu'il y a vraiment, c'est pas le fruit du hasard, mais en général, bon, le hasard, on n'y croit pas trop. Et c'est l'occasion de pouvoir faire l'expérience, de dire, écoutez, voilà, je vous ai demandé encore la dernière fois, c'est comment pour vous quand il se passe ça ? On comprend bien que c'est pas un règlement de compte ce qui se passe là, c'est une compréhension d'un fonctionnement qui se passe là. Et de pouvoir commencer aussi à expliquer à la personne, voilà, moi, mon ressenti, j'ai le sentiment dans cette situation, ça me fait vivre ça. Par exemple, là-bas, vous voyez, moi j'ai le sentiment, comme je viens d'expliquer, que je me retrouve dans une relation déséquilibrée où j'aimerais qu'on respecte le cadre de notre engagement initial, en fait. On peut s'en parler, on peut le réajuster pour que ce soit juste pour nous deux, mais là, vous êtes un peu en train de quitter le navire. Et finalement, lui ne s'était pas du tout rendu compte et il s'est rendu compte, ah oui, effectivement, ça rejoue ce que je faisais avec la compagne avec qui ça s'est fini. Et lui, il ne voulait pas que ça se finisse avec elle, hein, quand même. Et ça se rejoue aussi dans la relation actuelle que je suis en train de construire. Aïe. Et du coup, là, ça permet en fait de mettre en lumière, par le biais de notre relation, quelque chose qu'il rejoue dans toutes ses relations, voire même les relations. On s'est rendu compte, par ce biais-là, aussi ses relations professionnelles et amicales, en fait. Et est-ce que tu as trouvé, ou est-ce que vous avez trouvé ensemble d'ailleurs, d'où ça venait, cette façon d'être ? Il y a des points qui ont été soulevés. Après, c'est quelque chose dont on a parlé, c'était la dernière séance, donc c'est encore c'est en action, hein. Mais ça l'a vraiment... il y a la vraie prise de conscience. Une chose qui est arrivée, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas être in the box. Il n'aime pas qu'on lui impose justement bêtement les choses, faire les choses pour faire les choses, sans que ça ait du sens pour soi. Donc il a fait des rapprochements avec l'éducation scolaire, où il était déjà comme ça. Il a fait des rapprochements avec la personne à qui il ne veut pas ressembler, c'est-à-dire il est complètement dans le fonctionnement de son père, qui leur a toujours fait vivre à sa fratrie et à sa mère ce fonctionnement-là. Et en fait, là, c'est la prise de conscience de « Ah ». En fait, il a adopté un comportement opposé à celui de son père ? Non, il a exactement le même, il a le même. qu'il n'a jamais voulu avoir ce comportement-là. Il a toujours fait attention. Et en fait, il se rend compte que cet angle mort-là, il ne l'a pas vu et c'est exactement ce qu'il fait. C'est marrant. Ça ne fait pas trop rire. Mais oui, c'est super. C'est vraiment intéressant. Alors après, on se dit, oui, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Justement, déjà, avoir une prise de conscience aussi forte, ça fait un effet qui touche. On est touché, on ne peut pas faire comme si, c'est pas grave. Parce qu'on sait que nous, c'est un fonctionnement qui nous a fait souffrir en tant qu'autre de l'époque, où on a été cet autre qui a été oublié, qui a été rejeté, où c'était acquis, tu es mon enfant ou tu es ma compagne. À l'époque, c'est tu es mon enfant. Donc, c'est plié, quoi. On n'a plus besoin d'entretenir le truc. Donc, la première étape, déjà, c'est d'avoir la prise de conscience. C'est aussi de se rendre compte en empathie, de se mettre à la place de l'autre et puis de savoir, tiens, mais en fait, qu'est-ce qui aurait été juste pour moi ? Et qu'est-ce que je voudrais faire si je tiens aujourd'hui à mon couple ? Et là, on peut retourner dans le schéma des valeurs.
Quelle est la valeur qui manque pour moi à cet endroit-là et qui pourtant est tellement importante pour moi? Ça, c'est lui qui sait. Qu'est-ce qui est important pour vous à cet endroit-là et que vous trouvez qui n'est pas juste, justement? Ah bah c'est ça, ok. Admettons au hasard le respect. Le respect de donner du temps à l'autre, de ne pas le faire sentir comme une crotte qui nous pèse. Ah ok, d'accord. Et alors, combien vous le vivez dans votre relation de couple? Bon bah pas des masses, peut-être je suis à 1 parce que le minimum syndical, quoi. Ok, qu'est-ce qui serait juste pour vous? Bon, alors là, je fais vraiment un monologue parce que je ne suis pas lui. Mais, peut-être plus ça. Ah ouais, ok. Et qu'est-ce que vous pourriez faire? En petits trucs. Genre lui proposer, je sais pas moi, lui, il disait que pendant un moment, les restaurants, c'était hors de question. Il ne voulait pas faire de resto avec sa copine. Et pour lui, pourtant, ça paraît un effort concevable et juste digne d'intérêt. Donc, peut-être un restaurant de temps en temps. Bon, ça ne veut pas dire qu'il paye forcément, chacun ses possibilités. Voilà. À côté de ça, il y a un exemple de croyance qui est assez important. Il y a une personne comme ça qui est arrivée en thérapie, elle approchait de la quarantaine, elle venait de se séparer, bon, pas légalement, mais le processus était déjà fait depuis plusieurs années, etc. Elle s'était séparée, elle avait quitté son conjoint, donc elle avait quitté le pays et elle se retrouvait seule à Londres, vu que je pratique à Londres et en ligne. Mais là, c'était à Londres. Et il se trouve qu'elle elle est arrivée au cabinet complètement perdue, en disant « je sais pas ce que je fais là, même mon orientation sexuelle, je sais plus rien de rien en fait. La seule chose qui me reste, c'est mon travail et même là... je suis perdue. » Donc, elle avait ses croyances. Il y avait plein de croyances autour d'elle, dont le fait que dans la vie, il faut être parfait, il faut cravacher, faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et que la vie, c'est dur, quoi. Et finalement, à mesure, on a commencé à parler du plaisir. Alors, elle avait très peur du plaisir, elle avait peur que ça la mette en danger. Et puis, nous, notre limite, dans notre travail ensemble, c'était tout est possible. La seule limite, c'est de ne pas se mettre en danger. On ne se met pas en danger. Chacun voit le danger à sa porte. Mais en soi, là aussi, il y a des croyances. Donc, quand c'est un danger qui peut être un petit peu discuté, justement, on dit qu'est-ce qui est dangereux pour vous à cet endroit-là? Quand clairement c'est jeté sous une voiture, bon, c'est un peu universel comme danger. Et finalement, on a parlé un petit peu du plaisir, on a réintroduit, au niveau alimentaire, elle reprenait un petit peu de plaisir à manger des choses dont elle avait envie. Elle avait la croyance tout allait lui échapper si elle lâchait un petit peu de choses. Et comme ça, elle a pu faire l'expérience qu'elle pouvait se faire plaisir alimentairement, dans ses activités, des activités artistiques, etc. Et elle a pu se rendre compte que c'était pas dangereux. Peut-être pour des gens qui n'ont pas cette croyance, ça paraît fou. Mais alors pour elle, c'était une révolution. Est-ce qu'elle avait conscience qu'elle avait cette croyance? Non. C'est ça qui est compliqué, c'est que parfois on a des croyances, on s'en rend pas compte. On est complètement aveugle sur des trucs. Mais complètement, et d'où l'intérêt de la relation thérapeutique. Attention, ça veut pas dire genre, moi je sais, vous savez pas. c'est pas du tout ça. Et si vous tombez sur un thérapeute comme ça, fuyez. C'est plus un regard extérieur bienveillant et qui vous demande pas de changer justement, mais qui regarde avec vous. Toi, t'es d'accord avec ça ou il y a un truc peut-être qui te coince à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Pour que justement il y ait un décollement de certaines choses. Et là, depuis tout à l'heure, on parle surtout des croyances qui restreignent en fait. Limitantes. Ouais, limitantes. Les croyances limitantes, exactement. Mais ensuite, il peut y avoir des super croyances qui sont hyper porteuses et qui sont super cool aussi de voir que la personne, elle croit dur comme fer en ce truc-là et ça la porte dans sa vie. Et d'ailleurs, il y a des moments, c'est aussi assez intéressant de voir que deux personnes qui ont une problématique assez similaire, si elles l'abordent d'un regard avec la croyance limitante ou la croyance hyper positive, vont embrayer une relation, mais il n'y a aucun problème pour l'une. Et pour l'autre, c'est le mont Everest, quoi. Et c'est là où on se dit, ah waouh, mais c'est dingue en fait la manière dont on peut... Après, bien sûr, il y a une notion de réalité aussi. Il y a du factuel
qui fait qu'une personne qui veut un projet, par exemple économique, et qui a des moyens financiers à sa disposition, évidemment, ça va être... Et encore, je dis ça, tu vois, Carole, tu as des personnes qui vont avoir des moyens à leur disposition, mais qui vont quand même avoir peur de toucher à ça, là où des personnes qui vont avoir moins de réserves vont se dire, mais l'argent, c'est fait pour circuler, j'ai confiance que ça va revenir. Tout est croyance. Et alors justement, comment ça se transforme une fois que... Donc le processus, c'est un peu ça, hein, c'est déjà vous vous apprivoisez l'un l'autre dans la relation. Ensuite, il y a des effets miroirs qui arrivent et donc tu vas pouvoir soulever des choses que tu constates et les discuter. Et comment ça se transforme ensuite dans la vie de la personne? Et est-ce que tu as des exemples? Souvent, c'est quand même les prises de conscience ou les petites expériences dans le quotidien qu'on ose faire finalement, qu'on n'osait pas trop avant, puis finalement d'avoir quelqu'un qui est sur le côté en train de dire vas-y, essaye, ça va aller. Enfin, si c'est ok pour toi, parce que si tu le sens pas, tu le fais pas. Ou alors, qu'est-ce que vous aimeriez essayer d'autrement, de différent, ou de chercher des exceptions aussi ensemble. Est-ce qu'il y a eu des fois dans votre vie où ça s'est passé autrement, mais que la personne, elle a oublié ça, ou elle l'a pas valorisé, ou pour elle, ouais, mais c'était tellement mineur, la réalité, c'est pas ça. De pouvoir mettre en lumière d'autres manières, d'expérimenter d'autres manières, il y a un champ de conscience qui s'ouvre. C'est-à-dire que la personne avait l'habitude toujours de fonctionner dans ce petit périmètre-là. Et là, avec moi, avec le thérapeute, la thérapeute, vous faites l'expérience que d'un coup, en fait, vous pouvez vivre comme ça. Alors là, il y a une prise de conscience. Et du coup, on se rend compte que, en fait, le monde est un peu plus large. Et en fait, lorsqu'on commence à avoir les premières prises de conscience, ça s'ouvre. On se rend compte, mais si je l'ai là-dessus, je peux l'avoir sur beaucoup d'autres choses, en fait. Et on en parle. Sur quelle autre chose vous pensez? Telle chose, qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Et de quoi vous auriez besoin? De quoi... qu'est-ce qui vous plairait? D'utiliser des histoires. Comme ça, on s'est fait l'éléphant tout à l'heure. Ou comme j'étais en train de te dire... il y a ceux qui ont l'argent et qui vont investir, et puis en fait non, ça veut rien dire, parce qu'il y en a qui vont être hyper frileux de donner leur argent parce qu'ils ont une croyance que l'argent ça part, ça revient pas, qui ont la croyance qu'ils vont faire banqueroute parce que ça a fait des banqueroutes de génération en génération et qui sont un peu dans ce truc. Parler, poser des mots, sortir de la confusion, se décoller, se rendre compte que c'est peut-être pas un truc qui m'appartient à moi, mais qu'on m'a transmis, que moi je suis persuadée que je vais faire exactement comme tout le reste de ma lignée. Mais pourquoi faire? Enfin, pourquoi? Parce qu'on nous a dit que les chiens ne font pas des chats, que c'est comme ça que ça marche, qu'il y a le transgénérationnel. Ben oui, mais le transgénérationnel, ça peut aussi bouger. Enfin, c'est là, mais les choses bougent, la vie bouge. C'est quand ça bouge pas que c'est en fait questionnant c'est ça, peut-être. En fait. Être dans du figé, c'est dur de vivre avec une vie figée. C'est ça en général qui rend malheureux les gens. Et les gens, ils se retrouvent plus en fait. Il y a la sécurité d'être figé, parce qu'il y a la sécurité de j'ai toujours connu ça avec cette croyance-là, qu'on m'aime pas, que les autres s'intéressent pas à moi, que je suis nulle, que je vaux rien, que j'arriverai à rien de toute façon. Mais du coup, c'est un cocon. On est avec les siens à cet endroit-là. on est dans sa zone de confort, qui sent pas bon, qui rend malheureux. Mais à cet endroit-là, c'est ma grotte. C'est connu. C'est dégueu douillet, mais douillet quand même, c'est connu. Il n'y a rien qui fait plus peur que l'inconnu. Et c'est pour ça que je dis la thérapie, c'est du courage, parce qu'en fait, c'est partir à l'exploration de l'inconnu, mais qui quelque part est pas si inconnu parce que c'est profondément vous. Sortir des croyances. En fait, on peut s'en faire une montagne, mais en vrai, c'est là. Enfin, c'est là. Et alors, tu m'as raconté un exemple qui est intéressant parce qu'en plus, il vient toucher des choses physiques qui nous échappent un peu. C'est cette femme qui a essayé de tomber enceinte pendant... Ah oui, mais oui. Ah bah non, c'est justement la personne dont je parlais tout à l'heure, là, avec la réintroduction du plaisir. Donc, dans son histoire, donc, on a une histoire, on n'est pas notre histoire. Mais dans son histoire, elle avait été mariée, donc plusieurs années, ils avaient essayé de faire un enfant, et par eux-mêmes, par FIV, par donc, aide médicale possible, etc. Puis ils avaient des moyens, donc ils ont essayé pas mal de choses, avec de très bons experts, etc. Et ça n'a jamais pris.
Et nous, elle avait déjà fait de la thérapie aussi quand elle habitait à New York, quelque chose comme ça. Et nous, finalement, on en vient à parler un petit peu à travers l'image de soi. Elle ne se voyait pas très valorisée, plutôt dévalorisée, une image très floutée d'elle-même, très déformée, très oppressante pour elle, angoissante, sale. Et finalement, c'est en pouvant dire cette sensation que vous vivez, cette sensation-là, vous la sentez, là, ce côté sale, ce côté... Vous la sentez où dans votre corps? Ok. Est-ce que c'est une sensation que vous avez déjà sentie avant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous parle de manière... Et finalement, elle dit, mais en fait, c'est comme ça que je vois ma mère. Donc la relation à la maternité, bon, elle n'a pas fait le lien. C'est normal, chacun son métier. Et finalement, elle s'est rendue compte que dans aucun de ces espaces de thérapie, elle avait parlé de sa mère. Donc on a commencé à parler de sa mère, on a fait le travail de reparentage avec la mère symbolique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pour elle une bonne mère, une mère idéale. Parce qu'elle avait quel type de lien avec sa mère? Elle était la mère de sa mère. D'accord. Ouais, une mère un peu molle, enfin, qu'elle décrivait comme assez molle, comme dépressive, comme... répulsante, repoussante, qui vous répulse, quoi, quand vous êtes... ça dégage un truc. Et finalement, elle l'avait complètement introjecté pour elle-même. Introjecté, ça veut dire? Oui, elle l'avait complètement pris pour elle, en fait. Elle a associé ce qu'elle ressentait pour sa mère, pour elle, avec son image d'elle-même. Parce que finalement, c'est toujours... on introjecte, on prend pour nous, on intériorise à l'intérieur de nous nos parents. C'est pas les seules choses qu'on fait, mais on fait ça notamment. Donc on prend le bon et le mauvais. On prend le bon et le mauvais, oui, on prend pas que le mauvais. On prend le bon aussi et le mauvais, et des fois, ce qui est moins bon, ça nous handicape un peu plus, quoi. Et parfois, ça nous handicape bien. Et parfois, ce qui est très bon nous porte très loin, et c'est super, ou nous porte juste là où il faut. Et finalement, on a parlé de sa mère, ses règles sont revenues, parce qu'elle était en aménorrhée depuis des années. En parlant de sa mère? Ouais. Tu sais, on connaît des gens qui avaient des problèmes de thyroïde et en écrivant une lettre à leur mère, au moins pendant plusieurs années, le problème de thyroïde s'est corrigé, quoi. Donc le corps et l'esprit sont tout à fait liés. Après, il faut juste trouver la porte d'entrée et le déclencheur, et ça, on ne le sait pas forcément en amont. Et donc ces règles sont revenues, c'était assez bizarre pour elle, ce qui faisait quand même pas mal de sens. De se rendre compte le lien à la mère, à la procréation, à la féminité, tout ça. Et puis finalement, un jour, elle a rencontré quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, et puis elle est tombée enceinte. Alors qu'elle avait passé des années à être diagnostiquée stérile. Et elle est tombée enceinte du premier coup. Enfin, ils essayaient pas particulièrement, c'était une belle surprise, mais c'était une surprise. C'était waouh! Donc c'est vrai qu'après c'est tout un chemin et c'est là où on parle des croyances les plus peut-être qui peuvent être les plus difficiles à vivre et à porter, c'est le sentiment d'être condamné. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Et elle avait encore cette image d'elle-même repoussante, etc. Non. Ça s'est estompé petit à petit? Oui, puisque en fait, elle a défusionné, elle a rendu à sa mère ce qu'elle pensait de sa mère et elle s'est autonomisée sur son image d'elle. C'est juste une prise de conscience qu'elle n'était pas sa mère? C'est juste peut-être, mais de pouvoir parler de ces sentiments-là liés à sa mère. Il y a eu pas mal de travail, il y a eu d'autres travaux avec d'autres expérientiels, avec le corps, la réappropriation des sentiments de soi, de se voir, de s'imaginer, de dessiner, d'aller chercher la petite fille à l'intérieur d'elle qui souffre et qui est seule et qui se sent pas vue, justement, qui manque de regard, d'aller la regarder. Et c'est toujours des séances hyper émouvantes pour tout le monde, thérapeute comprise, de pouvoir se la réapproprier, lui donner un regard. Et en fait, c'est des choses, tu vois, on parle de la relation thérapeutique, mais en fait, la relation thérapeutique, c'est aussi le socle d'autres expériences qui sont permises d'exploration à l'intérieur de soi, parce que justement, on sait qu'on est accompagné d'une manière qui nous rassure.
Les explorations, ces petits rêves éveillés ou ces guidances, ces travail sur sa créativité, son potentiel, l'exploration, en général, c'est des choses qui bouleversent les gens parce qu'en fait, ils se découvrent d'une manière qu'ils n'avaient pas l'habitude, dont ils n'avaient pas l'habitude de se vivre ou de se voir. Et alors là, ça... Oh punaise, je viens de vivre un truc que je ne savais pas. Et en fait, on ne peut pas dire bah, c'est toi le thérapeute, puisque non, moi j'ai dit des mots, toi tu as sélectionné ce que tu voulais entendre, et les images qui sont venues, c'est les tiennes. C'est ton univers, ça. Et ça, c'est un point qui est hyper important aussi à noter, c'est que dans notre culture, on a beaucoup dissocié la créativité du côté très rationnel et tout ça. Mais en fait, c'est pas logique. C'est pas normal, c'est pas logique. Les deux fonctionnent très très bien ensemble. Et le cerveau ne fait pas le réel entre le virtuel et ne fait pas la différence. Pardon, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc déjà, quand on sait ça, ce qui questionne aussi, effectivement, quand on regarde les médias, plein de choses qui peuvent être anxiogènes, on s'identifie et ça nous fait vivre du trauma par répercussion. Choisissez bien vos programmes. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur justement ces croyances qu'on a moi j'ai envie de dire, si ça vous parle et que c'est ce qu'on vient de se dire là, d'échanger, ça vous parle, que vous avez un doute, n'hésitez pas, faites-vous confiance. C'est peut-être la première petite graine qui va permettre de fendre quelque chose et vous êtes juste derrière en fait. Suivez l'intuition. En sophrologie, il y a cette phrase que je trouve vachement belle, c'est faites confiance à votre biologie qui sait, à votre intuition, à votre instinct. Vous avez appris peut-être à marcher, à parler, à écrire, à lire. Vous n'avez pas forcément filé le mode d'emploi. Vous avez accompli des choses déjà énormes à des âges tout petits. Faites-vous confiance, vous êtes vraiment capable. Donc, juste ayez confiance en vous. Ouais. Merci Anaïs. Je vous en prie.